Madame Huguette Laurenti, éminente valérienne, et surtout amie chère et la bienveillance incarnée, m'avait conté sa surprise, à elle et à ses amis étudiants, lorsqu'à l'issue de la guerre était paru ce Mont Faust de Paul Valéry dont j'ai essayé d'enregistrer une scène. Aussi est-ce à sa mémoire que je souhaite dédier cette vidéo. Faust arrive du jardin, tenant une rose. J'arrive, mademoiselle. Tenez, une rose pour vous, mais prenez vite de quoi écrire. Je vais dicter ici, les idées viennent en foule. Merci, mon maître. Elle est d'une fraîcheur profonde. On voudrait passer sa vie à puiser les yeux fermés dans cette fleur, tout ce qu'elle offre de suave et d'enivrant au visage. Oh, que c'est puissant et doux! Oui, mais les idées n'attendent pas. Êtes-vous prête? Posez-la, cette fleur. J'ai là tout ce qu'il faut. Papier, crayon. Allons, je vais dicter sans ordre. Les idées ne coûtent rien, c'est la forme. Mais il faut les saisir. J'y suis, maître. Bien. Bien, mais moi je n'y suis plus. Il fait divin ce soir. Divin ce soir. Mais non, je ne dicte pas. J'existe. Il fait divin ce soir. Trop bon, trop doux, trop beau même. La terre est tendre. Dois-je rester? Vous voulez être seul? Non, c'est trop pour un seul. Asseyez-vous par là. Vous devez demeurer. Vous devez jouir avec moi comme moi de l'odeur fraîche de la terre arrosée et des émanations si précieuses que la fin de ce jour inspire à toutes mes fleurs. Pour moi, les parfums sont promesses, promesses pures, rien de plus, car rien ne passe en délice la promesse, surtout rien de plus. Vous ne voulez vraiment pas travailler? Nous travaillerons plus tard. Il y a de la sagesse à commencer par la récompense. Ce moment est d'un si grand prix. Il me possède comme ces accords de son qui vont plus loin que la limite du désir de l'ouïe, et qui font tout l'être se fondre, se rendre à je ne sais quelle naissance de confusion bienheureuse de ses forces et de ses faiblesses. Toute chose qui nous entoure chante. Le plus beau de ce jour chante avant de mourir. Mais c'est vous qui chantez, mon maître. Vous paraissez un dieu ce soir. Vous faites plus que vivre. Vous semblez être vous-même un de ces moments merveilleusement pleins de toutes les puissances qui s'opposent à la mort. Votre visage à cette heure est le plus beau de vos visages. Il propose à la riche lumière du couchant ce qu'elle peut éclairer de plus spirituel et de plus noble. Non, je ne vous avais jamais vu, puisque jamais je ne vous avais vu cette douceur superbe et ce regard plus grand que ce qu'on voit. Est-ce que vous n'allez pas mourir? Vos yeux semblent contempler l'univers au moyen de ce petit jardin qu'il considère, et qui leur est comme le petit caillou qu'un savant ramasse et qui, dans le creux de sa main, lui parle d'une époque du monde. L'univers ne m'importe pas, et je ne pense à rien. Qu'en savez-vous? Je vous dis que je ne pense à rien. Mais ici doit se décider quelque chose, et je le sais précisément par ceci que je ne pense à rien. Mais quoi? Quelque chose, et peut-être autre chose. Mais mon corps ne sait pas encore, et mon esprit ne me dit rien. Seul chante cette heure la profusion du soir. C'est étrange. Moi non plus, je ne pense à rien. Il fait trop bon ce soir. Il n'y a plus à penser. Quel âge avez-vous? Je pourrais être marié depuis 5 ans. Je pourrais être mort depuis longtemps, fort longtemps. J'ai été jeune, Loust. Mais jamais vous ne fûtes si beau, j'en suis sûr. J'ai été jeune, Loust. J'ai été vieux, et puis j'ai été jeune encore. J'ai couru plus d'un monde, mais j'ai pesé mes désirs et mes expériences dans la solitude. Dans le désert?
Pourquoi? La solitude est un produit qu'on fait partout. Et maintenant? J'ai tout pesé. Le poids total est nul. J'ai fait le bien, j'ai fait le mal. J'ai vu le bien sortir du mal, le mal du bien. Alors, le tour entier? Oui. Et maintenant? Et maintenant, voici que je suis ce que je suis, et que je ne crois pas être autre chose. Il fallut tant d'espoirs et de désespoirs, de triomphes et de désastres pour en venir là, mais j'y suis. Avec un peu plus d'esprit, j'y serais venu par l'esprit tout seul. Maître, je n'entends pas tout ce que vous dites. Vous parlez, vous ne me parlez pas. Mais je n'ai pas besoin de comprendre. Je ne puis pas ce soir suivre une idée, mais c'est votre voix qui se fait suivre, comme une musique. Elle me porte tout auprès des larmes. Oh, dites encore tout ce que vous voudrez, ça fait mal presque. J'ai envie de me trouver mal, d'être trop bien. Je suis trop heureuse, et pourtant j'étouffe. Je ne me trouve ni parole ni rien qui puisse me décharger le cœur de cette abondance de moi. Oh! Et puis ces terribles oiseaux si haut dans le ciel dont les cris trop aigus traversent mon bonheur. Serais-je au comble de mon art? Je vis, et je ne fais que vivre. Voilà une œuvre. Enfin, ce que je fus a fini par construire ce que je suis. Je n'ai plus aucune autre importance. Me voici le présent même. Ma personne épouse exactement ma présence, en échange parfait avec quoi qu'il arrive, point de reste. Il n'y a plus de profondeur, l'infini est défini, ce qui n'existe pas n'existe plus. Si la connaissance est ce qu'il faut produire par l'esprit pour que soit ce qui est, te voici, Faust, connaissance pleine et pure, plénitude, accomplissement. Je suis celui que je suis au comble de mon art, à la période classique de l'art de vivre. Voilà mon œuvre, vivre, n'est-ce pas tout? Mais il faut le savoir. Il ne s'agit pas de se trouver sur ce haut plateau d'existence sans le savoir. Que d'aventures, de raisons, de songes et de fautes pour gagner la liberté d'être ce que l'on est, rien que ce que l'on est. Qu'est-ce que la perfection, sinon la suppression de tout ce qui nous manque? Ce qui manque est toujours de trop, mais à présent, le moindre regard, la moindre sensation, les moindres actes et fonctions de la vie me deviennent de la même dignité que les desseins et les voies intérieures de ma pensée. C'est un état suprême où tout se résume en vivre et qui refuse d'un sourire qui me vient toutes les questions et toutes les réponses. Vivre! Je ressens, je respire mon chef-d'œuvre. Je nais de chaque instant pour chaque instant. Vivre, je respire. N'est-ce pas tout? Je respire. J'ouvre profondément chaque fois, toujours pour la première fois, ces ailes intérieures qui battent le temps vrai. Elles portent celui qui est, de celui qui fut à celui qui va être. Je suis. N'est-ce pas extraordinaire? Se soutenir au-dessus de la mort comme une pierre se soutiendrait dans l'espace. Cela est incroyable. Je respire et rien de plus. Le parfum impérieux de mes fleurs veut que je respire, et l'odeur de la terre fraîche vient en moi surgir, toujours plus désirée, toujours plus désirable, sur les puissances de mon souffle. Je respire, et rien de plus, car il n'y a rien de plus. Je respire et je vois.
Ce lieu est doux à voir, mais qu'importe ce lieu, qu'importe ce qu'on voit. Voir suffit, et savoir que l'on voit, oh, c'est là toute une science. Je vois ce pain, qu'importe ce pain lui-même, ce pourrait être un chêne, là je le verrais. Et ce toit de brillante ardoise serait aussi bien un miroir d'eau calme, je le verrais. Et quant à la figure de ces collines éloignées qui ferment accidentellement le pays, je me sens dans les mains le pouvoir de redessiner à mon gré la longue ligne molle. Voir, c'est donc aussi bien voir autre chose, c'est voir ce qui est possible, que de voir ce qui est. Qu'est-ce donc que les visions exceptionnelles que les ascètes sollicitent auprès de ce prodige qui est de voir quoi que ce soit? L'âme est une pauvresse. Si je ferme les yeux et si je me concentre, me voici entre l'esprit et l'âme. Quelle misère! Où sont les formes précises, les nuances, la perspective que le moindre mouvement transforme? De quel prix de fatigue dois-je payer à présent sous mes paupières la durée, la netteté et l'éclat des objets que j'essaye de me former? Et quelle foi intense, quelles macérations obstinées, quelle oraison excessive pourrait se créer un soleil comme celui-ci qui luit et verse si généreusement son sang de pourpre pour tout le monde. Je ne puis demeurer si loin. Ce serait comme demeurer loin de moi-même. Que dirait-il si je lui baisais la main? Que ferait-il? Je respire et je vois, mais ce qu'il y a peut-être de plus présent dans la présence, c'est ceci. Je touche. Et d'un seul coup, je trouve et je crée le réel. Ma main se sent touchée, aussi bien qu'elle touche. Réel veut dire cela, et rien de plus. Il parle, et je me parle, et nos paroles ne s'échangent point, et cependant, il ne se peut qu'il n'y ait entre ce qu'il ressent et ce que je sens moi-même une ressemblance vivante. L'heure est trop mûre, trop chargée des fruits mûrs d'un jour de pleine splendeur, pour qu'il se puisse que deux êtres, même si différents, ne soient pas mêmement à bout de leur résistance à la force des choses. Mêmement comblés qu'ils sont, mêmement trop riches qu'ils sont, et comme chargés d'une puissance de bonheur presque insupportable, et qui ne trouve pas son effusion, son terme naturel, son acte, sa fin, une sorte de mort. Oui, quoi de plus réel? Je touche, je suis touché. Un vieil auteur disait, toucher, être touché n'appartient qu'au seul corps. On me touche? Qui? C'est toi, Loust? Je te croyais parti. C'est moi. Pourquoi me dis-tu? Parce que vous m'avez touché. Pourquoi m'as-tu touché? Je craignais que vous ne vous endormiez en rêvant. Ce n'est pas prudent, savez-vous? Je n'ai rien à redouter d'un soleil de plus qui se couche. Laissez la main. Non. Pourquoi la laisserais-je? Parce qu'il n'y a plus de raison. Retirez-la. Non, Pourquoi? puisqu'elle est venue toute seule. En vérité, je ne sais pas pourquoi elle est venue, pourquoi elle demeurerait là, sur votre épaule, et pourquoi se retirerait. Pourquoi? C'est vite dit. Est-ce que vous savez vous-même, tout savant que vous êtes, pourquoi vous m'avez dit tu tout à l'heure? Cela se fait tout seul, comme tout ce qui est très important. Elle retire sa main. Cela est donc né de vous et de moi, et non de vous ou de moi. Votre main et ce mot, cela forme quelque chose, une sorte d'être.
Nous n'en savons pas plus que ceux qui font un enfant n'en savent sur celui qu'ils font. L'intimité, parfois, naît d'un rien, d'une distraction, d'une erreur partagée. Et parfois, ce rien se résout en rien. Parfois, il entraîne le tout. Retirez votre main, mademoiselle. Mais je l'ai retirée, maître. Je croyais la sentir me peser encore très légèrement sur l'épaule, mais donnez-la-moi maintenant. J'en ai besoin. Une sorte de langueur trop agréable me défend de me lever. Elle lui donne la main. Il fait un mouvement comme pour attirer l'ours sur lui, mais aussitôt il lâche et repousse la main qu'il tenait. Non, ce n'est pas la peine. Merci. Ne m'aidez pas. Si vous me la donniez, Eh bien, le tout viendrait. vous rentrez? Pas encore. J'ai envie de travailler encore un peu ici. Nous avons bien une petite heure de jour. On dirait qu'il nous quitte à regret. Mais le travail n'avance guère. Voulez-vous prendre le cahier? Vous avez de l'ennui? Vous avez l'air de quelqu'une qui ne soit pas loin de pleurer. Oh non, c'est un air de visage que j'ai de temps en temps, maître. Je ne sais ce qui fait cela de ma figure, je dois être bien laide. Mais une femme ne s'y tromperait pas. Elle verrait tout de suite que je ne pense à rien qui demande qu'on pleure. Les hommes ne savent pas lire sur nous ces petites choses qui seraient parfois, pour eux, de la plus grande importance. Dites plutôt de l'importance qu'ils attachent aux femmes. Je dis plutôt de l'importance qu'ils attachent à telle femme. Celle-là est heureuse. Vous voyez, madame Laurenti, j'interromps la scène en plein milieu, mais au moins je laisse les derniers mots à Loust, la demoiselle de cristal, tout en me rendant bien compte par ailleurs que mes efforts pour faire contraster les deux voix de ce beau dialogue sont tout sauf heureux. Oui, je comprends que Faust ait été une surprise pour toute votre génération. Déjà, la sensibilité valérienne y perce beaucoup plus qu'ailleurs, sous l'esprit analytique. Et puis surtout, j'imagine votre réaction à la lecture des scènes audacieuses. Je ne peux pas dire le nom, je ne peux pas les qualifier. Si, je peux dire qu'elle vérifie ce que Valérie écrit à sa fille alors qu'il est en train de travailler à ce Faust. Ton vieux père tripote ses démons. Ou bien, ton père tripote ses vieux démons, je ne sais plus. Du reste, vous m'aviez appris l'extrême vigilance de cette Agathe concernant les publications ou les représentations des œuvres de son père, et notamment lors de la première mise en scène de la pièce en 62, la mise en scène de Pierre Franck, qu'elle avait fait supprimer quelques phrases trop explicites de la scène des trois diables Gougoun, Bélial, Astaroth. C'est vrai que c'est un peu cru. La grande scène du jardin, ma scène. Je ne l'ai pas enregistrée entière, je le confesse et m'en excuse, mais vous me concéderez que j'ai enregistré le grand monologue de Faust Valérie. Et tout ce que je peux en dire, j'aime mieux le prendre chez Valérie même, qui a dit un jour, s'il me fallait choisir entre matérialisme et spiritualisme, je choisirais le matérialisme car c'est ce qui demande le plus d'esprit. Il est vrai que comparé au vertigineusement complexe et inexplicable prodige que nous offre la nature, et Valérie cite le soleil, et aussi bien les fonctions physiques qui nous permettent de percevoir, les plus impressionnants traités des plus considérables métaphysiciens semblent balbutiements enfantins de qui se noie dans la mousse des mots. C'est dit. Bah, ils se moquent de mon avis et ils ont bien raison. Voilà, chère Huguette Laurenti, je retombe aujourd'hui sous le charme du souvenir de nos conversations, nos échanges.
de vos lettres. Et l'un des derniers articles que vous m'aviez adressé, de vos articles, sur une comparaison dont vous pensiez que j'allais la trouver surprenante entre Paul Valéry et Antonin Artaud, mais que non. Mais vous prêchiez un converti, Valéry et Artaud. Et moi, je m'étais inquiété, je vous avais demandé si mon idée de l'influence de Jean Giraudoux sur mon Faust vous semblait ou non pertinente, et vous ne m'aviez pas trouvé idiot.